Dans le reste de l'actualité à Paris, en Ile-de-France, on a ces images à vous montrer. On s'en souvient évidemment. C'était le 15 avril dernier. Notre-Dame de Paris, proie des flammes. Elles ont fait le tour du monde. Elles ont choqué aussi, notamment nous, Parisiens, Franciliens. 600 sapeurs-pompiers ont attaqué ce qui deviendra alors l'un des plus gros incendies de Paris. Justement, ces pompiers de Paris, on en parle dans un livre, La nuit de Notre-Dame, édité chez Grasset, écrit par des soldats du feu qui étaient engagés et en complicité avec Romain Gubert. Bonsoir, grand reporter au Point, et c'est vous qu'on le reçoit dans Bonsoir Paris aujourd'hui pour parler de cet ouvrage. Tout d'abord, vous avez forcément rencontré ces pompiers, travaillé de concert avec eux. Nous sommes à 7 mois maintenant de cet incendie. Dans quel état d'esprit sont-ils à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, ils sont très fiers de ce qu'ils ont fait parce que ça a été une intervention magnifiquement menée. On a tous été émus en voyant Notre-Dame en proie aux flammes. On s'est tous demandé toute la nuit si elle allait tenir. Et finalement, c'est une opération qui s'est très bien passée sur un plan technique. Et il faut savoir que quelque part, ça a été un peu une rédemption pour eux, ou en tout cas quelque chose d'extrêmement, comment dire, réparateur. Pourquoi? Parce que en 12 mois, ces 12 derniers mois, ils ont perdu 4 hommes, notamment 2 rue de Trévise dans l'explosion de gaz qu'on a tous vu. Ils ont dû faire face à des interventions extrêmement importantes, comme celle de la rue Erlanger, où 10 personnes sont mortes et où ils n'ont pas eu de blessés, mais enfin, on imagine leur douleur et le choc qu'ils ont, parce que même s'ils sont habitués à des situations extrêmement difficiles, ils risquent leur vie tout le temps. Et à Notre-Dame, plusieurs d'entre eux ont risqué leur vie. Étaient-ils préparés, ces sapeurs-pompiers, à une catastrophe telle que celle-ci? Alors c'est ça qui est formidable dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui sont des militaires. Ils sont extrêmement entraînés. Les Parisiens et la petite couronne, les habitants de la petite couronne, les voient courir le matin, souvent près de chez eux, où qu'ils vivent, puisque y a un maillage de casernes extrêmement. On les voit et on voit leurs camions. Ce sont des gens qui s'entraînent. C'est un corps d'élite de l'armée française qui se trouve être, on dit, les anges gardiens de Paris. C'est Napoléon qui les avait créés à la suite d'un incendie absolument dramatique dans Paris. Il avait dit: je veux que ma garde impériale se charge d'être les anges gardiens de Paris. Et donc ils sont sur cette logique-là. Leur devise, c'est sauver ou périr. Donc ils sont prêts à prendre tous les risques. Et ce soir-là, à Notre-Dame, ils ont fait ce qu'ils auraient fait naturellement, sans se poser de questions, s'il y avait eu des vies à sauver. Mais c'est une des premières fois dans l'histoire que le général en charge des pompiers de Paris a dit: la cathédrale, elle vaut la vie d'un homme, donc on y va, on se met en danger. Et ils se sont mis en danger d'innombrables reprises, c'est ce qu'on raconte dans le livre, ce que je raconte, ce qu'ils m'ont raconté. Vous en avez un qui a failli perdre la vie, mais miraculeusement, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est le lieu, est-ce que c'est l'événement qui... Voilà, les petites parts de mystère. Et justement, on voudrait savoir comment est-ce que vous avez retranscrit déjà et recueilli ces propos. On sait que ce corps d'élite, ces hommes sont très entraînés, ils se livrent d'habitude assez peu. Comment est-ce que vous avez été à leur contact et comment est-ce qu'ils se sont livrés à vous? L'idée, c'était de faire ce livre en toute confiance avec eux. C'est-à-dire que d'abord, j'ai fait une immersion chez les pompiers pour comprendre leur logique, leur code. Je suis allé passer plusieurs jours avec eux. J'ai passé des nuits à faire des interventions assez modestes par rapport à Notre-Dame. Aider un SDF, aider une vieille dame isolée chez elle, aller chercher un enfant dont les parents étaient en panique parce que l'enfant faisait des convulsions depuis plusieurs heures et que le SAMU n'était pas disponible à ce moment-là. Enfin, faire toutes ces petites interventions, c'est leur quotidien, ces interventions-là. Et c'était important de passer du temps avec eux, de comprendre un peu comment ils fonctionnaient, d'entendre leur jargon, parce qu'ils ont un jargon, ils ont tous des surnoms, ils sont dans les compétitions de caserne contre caserne, soit sportives, soit la nôtre est mieux, ou etc. Et donc l'idée, c'était de les accompagner d'abord pour être en confiance. Et puis après, il y avait le respect, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont pas forcément très bien rémunérés, qui consacrent, qui ont vraiment une grande partie de leur vie, parce que leurs horaires, etc., enfin comme les infirmières, comme les urgentistes, comme toutes ces professions qu'on voit peu, qu'on a peu l'habitude d'entendre et qui sont à notre service, nous tous, quelles que soient nos conditions sociales, nos métiers, et qui se mettent au service de la population. Et donc l'idée, c'était de les écouter et puis de leur faire raconter, au-delà de ce qu'ils ont fait cette nuit-là, qui ils étaient, d'où ils venaient,
quelle meurtrissure ils ont, parce que quand on perd un homme, par exemple, vous avez des grands officiers qui ont fait des Saint-Cyr, qui sont bardés de médailles, etc., et qui vous disent, voilà, quand vous avez un petit garçon de 10 ans, devant un cercueil avec le drapeau bleu, blanc, rouge, et que vous l'avez envoyé sur une intervention, et que voilà comment... Vous n'oubliez jamais le regard de cet enfant. C'est comme des militaires que un général envoie sur un terrain d'opération et qui revient dans un cercueil avec un drapeau. Et ça, les officiers en parlent, et ça fait partie de leur quotidien. Alors il y a beaucoup d'anecdotes dans cet ouvrage que nous vous présentons ce soir, notamment ces anecdotes qui peuvent nous surprendre. On apprend par exemple que le soir de cet incendie, eh bien, il y a un centre opérationnel, ce qu'on appelle un centre opérationnel miroir, qui a été installé, presque fictif finalement, à destination des journalistes et des politiques. Est-ce que dans tout ce qui s'est passé, ces presque 12 heures d'opération, il y avait aussi et surtout de la communication, selon vous, de la part des sapeurs-pompiers? Ils ont tout de suite compris, parce qu'il y a eu le Bataclan, parce qu'il y a eu Charlie Hebdo, parce que fréquemment il y a des drames que Notre-Dame, c'était pas anodin, c'était pas un feu comme un autre, c'était pas un entrepôt qui brûlait. Et donc ils ont compris très vite que effectivement il y allait avoir des ministres, le président de la République, il y avait les autorités religieuses, il y avait qu'on était là dans quelque chose qui allait faire être vu par le monde entier. Et donc ils sont spécialisés. Donc il y a une partie qui a été effectivement pour gérer la communication et pour ne pas polluer. Ils le disent comme ça, mais ils le disent sans dire les politiques et les journalistes n'ont rien à faire. Là, ils savent qu'ils doivent communiquer, que les Français attendent qu'on leur dise est-ce que vous faites quelque chose pour essayer de sauver Notre-Dame, et que les autorités politiques vont leur dire alors quelle est la situation. Donc on est dans une situation où ils savent communiquer, mais ils ne veulent pas polluer leur intervention. Ils sont 600 à intervenir, 600 à travailler. Il y a des ordinateurs, il y a un dessinateur, il y a des photographes, il y a des types qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on envoie. Des types et des femmes d'ailleurs, parce que la brigade se féminise de plus en plus, on en parlera si vous voulez. Il faut gérer l'eau, donc ça c'est les ingénieurs qui réfléchissent. Il faut gérer la structure du bâtiment avec des tas d'appareils. Et donc si vous avez un président de la République, c'est pas lui faire injure que de dire que évidemment tous les regards vont se tourner vers lui, les gens vont être un peu impressionnés, il va poser des questions, ça va déranger ceux qui travaillent. Donc il crée un deuxième PC, un deuxième centre opérationnel où ils mettent exactement le même nombre d'informations. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit aux politiques, mais il y en a qui bossent, et puis à côté on leur fait un truc où toutes les infos arrivent, les drones, les images des drones de la préfecture, de police, enfin tout ce qui est, mais c'est un PC miroir, ils le disent comme ça, et c'est tout à fait assumé en disant on bosse là, et puis là, bah voilà, on peut répondre aux questions des journalistes, qui en ont beaucoup, et surtout sur un événement comme ça, et aussi des politiques, parce que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense ou le ministre de la Culture qui vient poser des questions en disant est-ce que vous allez sauver la cathédrale, il s'exprime au nom des Français, et donc les pompiers lui doivent des réponses, tout en bossant à côté, parce que s'ils passent leur temps à répondre à des questions, bah voilà, on n'aurait plus Notre-Dame aujourd'hui. Dans cet ouvrage, donc La nuit de Notre-Dame par ceux qui l'ont sauvé, coécrit par vous, Romain Gubert, merci d'être venu, grand reporter au Point. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses, ce récit heure par heure, vraiment, de cette nuit tragique qui nous a tous émus à Paris, à retrouver donc aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. Tout de suite, c'est la météo avec Marc Hay.